Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir une librairie JavaScript. Petit aparté, si tu fais pas du JavaScript, ça peut quand même te servir. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de comment progresser en tant que développeur, je te donne plein de conseils pour booster ta carrière et aussi des petits conseils techniques histoire d'être un meilleur développeur au jour le jour. N'hésite pas à t'abonner, ça te prend juste un clic, juste en bas là sur s'abonner. Ça te permet de recevoir des notifications quand je publie une nouvelle vidéo et comme ça, tu es sûr de ne rien rater. Petit disclaimer pour la vidéo d'aujourd'hui, je parle des librairies et pas des frameworks, même si la limite est un peu floue. Donc voilà, ces conseils peuvent s'appliquer aux frameworks, mais là c'est pas la cible, c'est des choix qu'on va faire un peu plus souvent quand on parle de librairie. Je vais te donner plein de conseils, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Donc premièrement, je tiens à rappeler que chaque librairie répond à un besoin particulier. Une librairie, c'est un projet dont tu peux récupérer le code qui va avoir une fonctionnalité en particulier. Je te prends un exemple. Pour gérer l'état de ton application, maintenant on utilise Redux. Même si Redux n'est pas obligatoire, on peut l'utiliser avec React. Maintenant, si tu as besoin de rajouter des langues dans ton application, tu vas utiliser ce qu'on appelle de l'internationalisation. C'est des librairies qui te permettent de gérer les traductions et de charger la bonne traduction en fonction de la langue choisie par l'utilisateur. Par exemple, si tu fais du React, tu vas souvent tomber sur React et i18n. Si par exemple, tu as besoin de faire des appels HTTP, tu peux utiliser une librairie qui s'appelle Fetch ou par exemple une librairie qui s'appelle Axios. Ça te permet de comprendre un peu ce que j'appelle librairie. Le scope d'une librairie, c'est vraiment une tâche particulière. Le framework, ça va être soit une énorme librairie qui va gérer tout le squelette de ton application comme Angular par exemple, ou une librairie de vue comme React à laquelle on va plugger tout un tas de middleware et de librairies additionnelles pour en créer un framework. Donc bien entendu, une fois que tu as identifié une librairie qui correspond à ton besoin, à la problématique que tu as besoin de résoudre, tu vas essayer de te renseigner sur la stabilité et les performances. Alors pour bien choisir, on va parler de plusieurs choses. Tout d'abord, la communauté. Est-ce que c'est une librairie qui est poussée par une grosse entreprise type GAFA? Si c'est par exemple React, je reviens souvent à React parce que j'en fais beaucoup en ce moment. React, ça a été développé à la base par Facebook. Tu as quand même une des GAFA derrière cette librairie, ce qui fait que tu peux être sûr qu'ils vont pas l'abandonner du jour au lendemain, ils ont massivement investi dessus. Donc ça peut être un bon choix au même titre qu'Angular avec Google et tu vas avoir Vue par exemple qui est plus poussé par une communauté. Je ne sais pas exactement s'il y a une entreprise derrière, mais globalement, ces technos-là, elles sont tellement bien implantées que je me fais aucun souci pour ces technos-là. Attention, c'est bien des frameworks et pas des librairies, mais ça c'est qu'un détail. Donc la communauté, tu vas vraiment essayer de voir si derrière cette librairie, il y a un projet open source par exemple. Tu vas essayer d'aller voir si derrière cette librairie, il y a un projet commercial. Je te prends l'exemple de Gatsby qui est une sorte de framework basé sur React où derrière, il y a une entreprise qui s'appelle Gatsby qui fait du consulting autour de la techno Gatsby. Un projet comme ça, tu peux être sûr que c'est bien plus solide que 3 bénévoles dans leur coin. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà, au niveau de la communauté, essaie de voir déjà quel type de communauté c'est. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un projet commercial? Est-ce que c'est juste des bénévoles? Et si c'est juste des bénévoles, faut voir un peu le nombre. Plus il y a de monde dans cette communauté, mieux c'est entre guillemets. Mais ça apporte quelques soucis à côté. Une fois que tu as checké la communauté, il faut voir aussi qui l'utilise. Souvent, tu vas voir les badges ou les logos des entreprises dans le README ou sur la page de la librairie. Tu vas pouvoir voir quelle entreprise utilise cette librairie. Ça, c'est hyper important parce que c'est un peu un indice de confiance, si tu veux. Plus il y a de boîtes qui l'utilisent et plus il y a de boîtes connues, plus c'est un safe, entre guillemets, on va dire. Est-ce que c'est utilisé par les early adopters, tous ceux qui plongent dessus dès que c'est sorti sur Hacker News? Est-ce que c'est utilisé par les GAFA? C'est quand même des boîtes qui ont de très gros moyens, donc s'il y a un problème, t'inquiète pas qu'ils peuvent le régler eux-mêmes. Ou est-ce que c'est utilisé par un peu tout le monde et là tu prends beaucoup moins de risques? Assure-toi de bien vérifier que la librairie est compatible avec les dépendances de ton projet. Ça peut te poser problème. Par exemple, si tu as deux librairies qui utilisent les mêmes dépendances mais pas sur des versions égales, il faut faire attention à tout ça et ça, pour ça, il faut tester. Au niveau de la stabilité des librairies, on va y revenir et pour ça, moi, je me sers principalement de GitHub. Dernièrement, n'oublie pas de regarder la licence du projet. Il y a certains projets que tu peux utiliser pour une utilisation commerciale, d'autres que tu peux pas forcément, d'autres où tu es obligé de juste citer le copyright. Donc voilà, il y a différents types de licences. Ça pourrait mériter une petite vidéo si ça t'intéresse, mets un petit commentaire et je me ferai un plaisir de faire ça. Donc un truc super utile si tu veux vraiment choisir la bonne librairie au bon moment, moi ce que j'utilise c'est GitHub et j'ai appelé ça l'indice GitHub. On passe direct sur mon écran, allez on va voir ça. Donc, comme librairie, pour illustrer mon exemple, je t'ai pris React i18n Next. Ça permet de gérer toutes les traductions d'une application React. Que tu fasses du React ou pas, peu importe. D'ailleurs, faut savoir qu'ils ont des adaptateurs pour chaque framework. Donc, ce que je vais regarder en premier, c'est de quand date le dernier commit. Pour ça, c'est simple. Je suis sur la page GitHub. D'ailleurs, tu vois bien que on a un bon README qui est bien écrit avec des exemples. Les liens vers les exemples pour tous les frameworks, toutes les implémentations de React possibles. On a même un lien vers une vidéo.
Donc là, déjà, on est sur un projet, tu sais qu'il y a des gens qui bossent dessus. Donc moi, ce que je fais d'abord, c'est je vais sur la branche master, donc la branche principale. Tu cliques sur commit et tu regardes de quand date le dernier commit. Là, on est au 18 décembre 2019. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui bossent dessus. Quand tu arrives sur une librairie et que le dernier commit, il est il y a 6 mois, fais attention, quand tu vois qu'il y a plus d'un an, oublie. Oublie parce que ça veut dire plus personne s'en occupe. Et si tu as un problème, t'es tout seul. Donc ça, c'était le dernier commit. Un petit truc que j'avais pas noté sur mes notes, souvent tu vas retrouver dans les readme des badges, comme ici là en fait, tu vois. Donc ça c'est le coverage des tests par exemple, la qualité ça doit être fait par un outil tierce. Et tu vas voir un badge circleci.com. Donc là je vais ouvrir l'onglet. Et ça te permet de voir en fait si le build passe. Tous les projets open source utilisent des builds automatiques qui permettent de vérifier que le projet fonctionne toujours. Donc voilà, donc déjà une librairie comme ça, on est déjà bien parti. Les builds passent, il y a un bon niveau de qualité, on a un readme qui a l'air d'être au top, et en plus de ça, on a des commits récents. Un autre indicateur intéressant, ça va être les issues GitHub. Donc les issues GitHub, c'est quand tu as un problème, tu poses une issue. Donc là, par défaut, GitHub filtre sur les issues ouvertes. Donc là, tu peux voir qu'on en a que 14 d'ouvertes pour 664 de closed. Donc là, tu peux te faire un petit ratio, et tu verras que là, c'est un très bon score. Donc si tu arrives sur un projet où il y a 500 issues et 10 de closed, ben là, tu as un petit problème. Après, il faut faire attention parce que les gros projets comme React Native à l'époque ou Flutter quand c'est sorti, les gens sortent beaucoup d'issues et la communauté n'a pas forcément le temps de tout trier, donc faut faire attention à ça. Mais globalement, le ratio, tant qu'il est en dessous de, je sais pas moi, 0,2 on va dire, c'est un très bon score. À noter qu'il faut aussi regarder si les issues sont catégorisées avec des labels. Donc là, je vais cliquer sur label et on voit bien que les gars ont bien fait leur taf. C'est labellisé par type de problème. Donc des problèmes où il y a besoin d'aide, de la documentation, des problèmes où on n'arrive pas à reproduire, des bugs, des trucs invalides. Donc là, voilà, il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, un projet comme ça, c'est plutôt simple, plus simple, on va dire, de rentrer dedans, faire tes premiers commits et de contribuer. Autre chose qu'on va faire, du coup, pour cet indice GitHub, c'est regarder le nombre de stars, le nombre de forks, le nombre de watch. Et donc ça te permet de voir déjà qui s'intéresse à ce projet-là. Les étoiles, ça peut monter très vite et plus le projet monte vite en étoiles, plus il y a de monde qui s'intéresse à ce projet-là à un instant T. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il est forcément supporté. Tu vois des frameworks comme Meteor qui ont perdu en communauté, il a toujours plus de 40 000 étoiles. Donc voilà, c'est un truc à prendre qu'il faut un peu suivre au jour le jour si tu veux et l'idéal c'est de, à chaque fois que tu es sur une librairie qui t'intéresse, tu la suis, comme ça tu pourras la retrouver dans tes librairies suivies dans GitHub. Donc le README, ça on en a parlé. Un autre truc qu'il faut aussi vérifier, c'est est-ce qu'ils font des releases fréquentes. Ne pas faire de release, c'est significatif des projets qui sont mal entretenus, on va dire. Pour voir les releases on est sous Git, donc les releases c'est des branches. Tu cliques sur master, là, tu regardes les tags, et en fait les tags c'est une sorte de label que tu mets sur une branche à un moment donné, qui isole une version du code que tu peux retrouver ou télécharger. Souvent, quand c'est bien fait, les tags correspondent à une release dans NPM. Donc là, tu vois bien qu'il y a beaucoup de releases. Je vais regarder la dernière quand elle a été faite. Donc là, j'ai changé de branche. On le voit bien là dans mon URL, je suis sur commit, nanani. Et la dernière release date de 9 jours. Donc c'est des releases mineures, ça suit le semantic versionning. Je vais passer sur la branche 11.22 et je vais regarder le nombre de commits et on va voir que la 11.22 elle date de novembre. Donc là, c'est un projet sur lequel il y a beaucoup d'activités. Donc c'est vraiment intéressant de savoir ça et ça te permet de mieux choisir. T'as plus de chances de ne pas avoir de problème. À noter qu'en plus des issues GitHub, tu peux aussi aller regarder sur Stack Overflow s'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. C'est aussi mauvais signe. Donc ça, c'était l'indice GitHub qui te permet de voir si une librairie est bonne à utiliser ou pas. Avant de passer à la mise en place, je te conseille de regarder s'il y a des outils tels qu'un CLI qui te permettrait d'accélérer la mise en place de cette nouvelle librairie. Est-ce qu'il y a des middleware comme les middleware pour Redux par exemple qui te permettent soit de loguer ou de gérer les actions asynchrones ou autre. Tout ça, c'est tout ce qui fait partie de l'écosystème qui peut te servir pour plus tard et répondre à un besoin encore plus spécifique que celui de la librairie qui peut être un peu plus global. Côté mise en place, en général, moi je le planifie en 2 fois. Je planifie une première tentative en 4 heures, donc ça veut dire en moyenne une demi-journée. Pour les librairies assez conséquentes, si c'est une librairie un peu plus courte, tu peux te prévoir 1 heure. Donc le but dans ça, c'est juste de prendre ton projet actuel, installer la librairie, donc la rajouter dans tes dépendances, faire les steps d'installation classiques qu'il y a dans le README, en suivant le README à la lettre et de voir si tout fonctionne. Ça, c'est un peu le quick win, c'est pas toujours le cas. Même sur les librairies bien maintenues, ça va dépendre de la complexité de ton projet. Mais en faisant ça, déjà, tu prévois du temps pour
pour mettre en place la librairie sans flinguer ton planning. Et donc je me reprévois une deuxième session qui peut durer jusqu'à 2 jours, où là je vais vraiment venir configurer finement la librairie dans mon projet et voir son utilisation au jour le jour. Donc dans ces 2 jours, potentiellement tu vas devoir adapter des choses dans ton projet, tu vas devoir peut-être corriger certaines choses que tu avais mal faites. Cette planification en 2 temps, elle te permet vraiment de rajouter la librairie sereinement dans ton projet sans exploser ton planning. Ça, les chefs de projet, ils préfèrent. Si tu avais identifié d'autres alternatives, n'hésite pas à essayer de prévoir un peu un chemin inverse. Donc le chemin, admettons, au bout de 3 mois, tu te rends compte que ça fit plus à ton besoin. Est-ce que tu es trop dépendant de cette librairie? Est-ce que tu as un couplage faible? Et ben, faut voir si t'as pas moyen d'avoir un chemin inverse ou un chemin de migration secondaire pour passer sur une autre librairie qui serait plus à jour. Je m'étais posé la question quand j'étais sur un projet Angular Redux, c'est tâté de passer à NGRX. La façon dont on l'a implémenté, on aurait pu le faire sereinement en quelques jours, voire quelques heures de travail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner. Si tu veux encore plus de conseils, rejoins-moi dans les emails privés. Le lien est dans la description juste en bas. Sur ce, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!